Je crois que j'ai répondu aux questions. Heureux de vous retrouver. Alors j'avais répondu à une première série de questions sur l'écologie. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il se trouve que j'ai été aussi défendre ces sujets à l'international ces derniers jours, en allant au sommet du G20 à Bali, puis cette semaine sur beaucoup de dossiers nationaux. Donc je voulais un peu reprendre le fil des questions, et j'ai Lucas sur Instagram qui me dit « Pourquoi ne pas financer le renouvelable plutôt que de payer pour du nucléaire ?» En fait, il faut faire les deux. Là aussi, c'est du en même temps. Il faut faire le renouvelable et le nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est la stratégie qu'on a définie, c'est ce qui fait aussi qu'on a commencé d'ores et déjà à investir sur l'éolien offshore. Je vous montre la répartition de ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire en France. Bon, qu'est-ce que ça vous dit ? On a 40% de nucléaire. Ça, c'est bien parce que c'est de l'énergie décarbonée qui permet de produire de l'électricité. Ensuite, on a nos 12,9% d'ENR. Ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'il nous faut faire grandir. On a ensuite 15,8% de gaz naturel. Ça, c'est de l'énergie fossile. Il faut progressivement le réduire. On a 2,5% de charbon, beaucoup moins que les voisins. C'est ça qu'il faut passer à zéro. C'est le pire en termes d'émissions de CO2. 28,1% de pétrole. Et ça, c'est un très gros sujet. C'est notre problème. En particulier pour nous déplacer, on a besoin d'importer beaucoup de pétrole qui émet beaucoup. Et donc la stratégie qu'on doit avoir, elle est simple. Premièrement, on doit réduire notre consommation. On va passer de 1600 TWh d'énergie consommée aujourd'hui en 2050 à 930 TWh. Pour faire ça, c'est au fond toutes les économies d'énergie. En rénovant nos logements, en ayant des dispositifs d'efficacité énergétique dans nos industries, en permettant au quotidien de gagner pour faire la même chose, produire autant en consommant moins d'énergie. Donc, réduire la consommation. Le deuxième levier, c'est qu'on va passer dans cet ensemble de 25% d'électricité à plus de 50% d'électricité, environ 53-55% d'électricité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est ce qu'on appelle l'électrification de nos pratiques, de nos usages. L'exemple le plus simple, c'est la voiture. On va passer de la voiture à essence, moteur thermique comme on dit, à la voiture électrique. Et donc si on veut réussir à accompagner ce mouvement, il faut pour ça qu'on produise de l'électricité bas carbone. Et c'est simple, aujourd'hui, pour produire notre électricité, comment on fait ? On a le charbon, ça on va passer à zéro. On a ensuite le gaz, ça on veut le réduire, parce que c'est aussi du fossile. Ensuite on a le nucléaire, c'est le meilleur moyen de produire de l'électricité bas carbone non intermittente. Et donc ça on va le développer, c'est pourquoi j'ai déjà annoncé 6 nouveaux réacteurs EPR. Et puis à côté de ça, on veut développer aussi du renouvelable, qui est une très bonne manière de produire de l'électricité décarbonée. Elle est aujourd'hui devenue très compétitive, c'est-à-dire peu chère, et elle nous permet de réussir à atteindre cet objectif. Et j'ai Alexis sur Snapchat qui me dit « Qu'attend-on pour investir dans l'éolien offshore ?» Sur l'éolien offshore, j'ai ouvert à Saint-Nazaire un parc important. Non, mais il avait été décidé il y a 12 ans. On en a 10 qui sont en construction. On accélère les financements. L'idée, c'est d'en avoir une quarantaine d'autres qui seront planifiés d'ici à 2050. Et c'est de simplifier et d'accélérer. Avoir des règles beaucoup plus simples pour parler avec les riverains, les gens qui habitent les villes ou les villages qui sont sur le bord de la rive et qui peuvent avoir des problèmes de vue par rapport au paysage. Pouvoir discuter avec les pêcheurs qui vivent, qui travaillent et qui permettent aussi de protéger notre mer et qui parfois peuvent être gênés. Et puis les associations, parce qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la biodiversité. Et donc on met le paquet aussi sur l'éolien en mer parce que c'est une source d'énergie renouvelable très importante pour le pays. Donc voilà la stratégie. C'est le en même temps en quelque sorte du nucléaire et du renouvelable qui permet d'accompagner l'autre en même temps qui est réduction de notre consommation et électrification de nos pratiques. Xefario sur TikTok qui me met « Pourquoi ne pas pousser le développement de l'utilisation de l'hydrogène vert en France ?» On y va, on le pousse, Xefario. On a même été un des premiers pays à le faire puisque la France s'est dotée en 2018 d'un plan hydrogène. Et on était, je crois, l'un des premiers pays au monde à le faire. Et donc l'objectif, c'est de faire de la France un des leaders de l'hydrogène décarboné. Qu'en fait, cet hydrogène, tout dépend comment vous le produisez. Si vous le produisez avec de l'électricité qui, elle, est très carbonée, c'est-à-dire qui est faite avec du charbon ou du gaz, c'est pas génial pour l'écologie. Donc ce qu'il faut faire, c'est produire cet hydrogène avec une électricité décarbonée. Et donc nous, on a une stratégie simple. On veut faire plus de renouvelables, on veut faire plus de nucléaire pour pouvoir avoir plus d'électricité bas carbone, faire notre électrolyse en France et ainsi produire de l'hydrogène vert. C'est ça le plan. Donc on y va à fond. 2 chiffres sur l'hydrogène vert. On investit 9 milliards d'euros. Et la stratégie hydrogène vert qu'on a déjà lancée entre maintenant et 2030, elle va nous permettre de réduire nos émissions de 6,5 millions de tonnes de CO2 par an en 2030, c'est-à-dire demain, quasiment. Et 6,5 millions de tonnes de CO2 par an, c'est l'équivalent de tout le transport aérien français, pour que vous vous rendiez compte. Donc, en quelques années, ça va déjà être une vraie réduction. Et à horizon 2050, c'est massif et c'est un vrai changement de nos équilibres. Et donc, c'est un vrai levier pour notre stratégie. Alors ensuite, j'ai Jeanne sur Twitter qui me dit « La voiture électrique, une escroquerie écologique ». Non.
C'est pas une escroquerie écologique, Jeanne. Alors aujourd'hui, on a environ une voiture sur 8 qui est achetée, qui est une voiture électrique, 100% électrique, et une sur 3 qui est hybride. On a fait un vrai progrès parce qu'il y a 5 ans, quand j'ai été élu la première fois, on en avait environ une sur 30. Alors pourquoi c'est pas une escroquerie? Parce que aujourd'hui, elles sont encore pour certaines chinoises, donc là il y a le coût de transport, il y a le coût logistique, c'est du CO2. Mais donc notre stratégie dans les prochaines années, c'est d'en produire beaucoup plus chez nous, et c'est surtout de maîtriser toute la chaîne. D'ores et déjà, on a sécurisé 1 million de véhicules électriques produits par an en France à horizon 2027. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre 2 millions en 2030. C'est totalement jouable. Donc là, on a déjà fait la moitié du chemin. On va maintenant pousser pour essayer d'être plus compétitif. Ça a complètement du sens écologiquement parce que c'est une production industrielle sur notre sol. Ensuite, on me disait il y a 5 ans, ok, vous allez peut-être produire plus de voitures électriques, mais la batterie, elle, qui est là où il y a le plus de valeur, qui est le cœur, elle est produite en Asie. C'était vrai il y a 5 ans. On a mis en place ce qu'on appelle des gigafactories de batteries. On en a déjà 4 qu'on a sécurisées. On aura environ 2 millions de batteries qui seront produites par an en 2027. C'est-à-dire plus même que celles dont on a besoin pour notre pays. On sera exportateur de batteries électriques. Et ça, c'est très bon pour nous parce qu'on les fait sur notre sol. On a donc beaucoup réduit l'empreinte écologique de la production de ces batteries électriques. Et c'est aussi très bon pour notre emploi et la création de richesses. Ensuite, le cœur de ces batteries électriques, ce sont les composants. Et en particulier le lithium. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on a également, c'est d'aller réextraire sur notre sol du lithium. Et il se trouve que notre sol en France est riche en lithium. C'est bon pour le climat, c'est bon pour notre souveraineté, c'est bon pour créer des emplois industriels. Deuxième condition, c'est que l'électricité qu'on utilise pour la faire rouler soit une électricité décarbonée. Et là, on a une chance en France. Nous, quand on produit de l'électricité, elle est à plus de 70% faite avec du nucléaire. Et donc, elle est très très faible en émissions de CO2. Si on remplit bien ces conditions, la voiture électrique, c'est la meilleure réponse écologique. Pour ça, il faut qu'il y ait des bornes accessibles au public. On a commencé à déployer les bornes. On tiendra notre objectif donc de 100 000 bornes publiques qu'on déploie. Mais il y a, au moment où je vous parle, plus d'1 million de bornes qui existent déjà en France, entre les bornes publiques accessibles, entre les bornes d'entreprise et les bornes aussi privées que beaucoup d'entre vous ont dans les copropriétés ou autres. Ensuite, Margot sur Instagram, que faites-vous pour développer le transport ferroviaire en France et offrir une vraie alternative à la voiture? Alors, les transports en commun sont une alternative au transport individuel, il faut que ce soit aussi un choix, on ne va pas forcer tout le monde, il y a des endroits où c'est possible, d'autres pas possible. Le train, les trains intercités, les trains urbains, les TGV, les trains de nuit sont une formidable réponse. Clairement, ça permet d'émettre moins de CO2 parce que c'est un transport collectif qui est plus décarboné. Et donc c'est pour ça que, alors que les trains de nuit étaient en train de disparaître en 2017, il n'y en avait quasiment plus, ce qui était programmé, c'était de fermer les derniers. On a fait la réforme de la SNCF. Et puis on a investi pour rouvrir des trains de nuit. Vers Nice, Albi, Tarbes, Hendaye, Bayonne, Lourdes, etc. Et je vous montre cette carte des trains de nuit. Pour beaucoup d'entre vous, pour un week-end, je ne veux pas prendre l'avion. Et donc ça, c'est une formidable réponse. En 2030, notre pays comptera une dizaine de lignes de trains de nuit. Des territoires qui étaient auparavant aussi complètement enclavés seront revitalisés parce qu'à côté de ces trains de nuit, on rouvre aussi ce qu'on appelle les petites lignes. Et donc on a sauvé ou rouvert environ 9000 km de petites lignes. Par exemple, au moment de la réforme SNCF, c'est l'engagement que j'avais pris auprès de certains cheminots. Et je leur avais dit, la ligne Épinal-Saint-Dié qui aujourd'hui est condamnée, si on fait la réforme tous ensemble, on met vraiment l'argent public qui à ce moment-là vaudra la peine, vous verrez, elle rouvrira. Engagement a été tenu, on l'a rouverte. Ce qui est un formidable moyen de pouvoir se passer de la voiture quand on peut. Donc je crois à fond au train. Et pour tout vous dire, je suis moi-même petit-fils de cheminot. Donc si je suis né à Amiens, c'est parce que j'avais un grand-père qui aussi s'était installé pas loin pour faire rouler des trains. Donc j'y crois complètement. Et puis, il y a autre chose, il y a le train aussi au quotidien quand on vit dans des métropoles. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Pat le Nerveux qui m'écrit, de plus en plus d'emballages et de gaspillage, vous attendez quoi? D'abord, je salue le sens de l'image de Pat le Nerveux. Après les tresses de Greta, lui me met plutôt une perruque, Louis XV ou Louis XVI, qui je crois me va pas davantage d'ailleurs. Bon, on va continuer peut-être à innover, mais je ne suis pas non plus convaincu totalement. Pat, c'est tout l'inverse. On fait des vrais choix. J'avais déjà dans la précédente vidéo expliqué ce qu'on faisait sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire en 2025 soit 2 fois moins important qu'en 2015. Et puis qu'on arrive à le réduire à 0. C'est l'objectif. Mais sur l'emballage, dès 2017, on a engagé un travail avec une loi très concrète qui a été adoptée en février 2020. C'est la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Et donc cette loi, elle a mis en place une série de transformations. La fin des pailles en plastique, déjà fait dans le précédent quinquennat. La fin des
les emballages plastiques jetables. Il y a quelques jours, je postais justement ce que certains grands groupes de distribution alimentaire rapide proposent aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a plus de plastique. On a mis fin pour l'emballage des fruits et légumes au plastique qui permettait de conditionner pour soit aider à vendre en vrac, soit trouver des solutions de réemploi qui étaient beaucoup plus écologiques, plus pertinentes. Et puis on a mis en place toute une chaîne circulaire. On a poussé nos industriels à récupérer le plastique, le reconditionner pour pouvoir le réutiliser. Et on a développé des usines en France pour pouvoir les reconditionner. Et ça, c'est un formidable levier. De la même manière, c'est cette loi qui a mis en place un ensemble de mesures pour lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui fait que très souvent le matériel qu'on utilisait se détériorait très vite, qu'il fallait le remplacer très vite, ce qui permettait de faire tourner un peu la machine pour les industriels, ce qui vous coûtait cher et ce qui était très mauvais pour l'écologie, parce que derrière, on mettait au rebut des appareils qui pouvaient encore fonctionner avec plein de pollution. Donc, on a lutté contre l'obsolescence programmée, on a obligé à de la transparence, on a empêché des pratiques qui étaient abusives, et puis on a mis en place le chèque réparation qui fait qu'aujourd'hui, les industriels, quand ils vendent ces produits, il y a un chèque qu'ils donnent aux consommateurs qui est entre 15 et 50 euros, qui fait qu'ils vont payer la première ou les premières réparations de ce produit en particulier, d'électroménager ou de votre quotidien quand vous l'achetez. Ça, ce sont des choses très importantes, très concrètes, mais vous voyez, de la paille plastique jusqu'à la réparation des objets, en passant contre la lutte contre tous les gaspillages, on a pris des lois qui contraignent, des lois qui incitent, et on va continuer d'avancer. Allez. A few moments later. Je m'y remets. On s'était interrompu quelques heures parce que j'avais dû me déplacer, mais je reprends les questions. J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande. Bon, c'est pas tout à fait une question, Lucas. Moi, je suis pour le régime flexitarien. Donc, il faut un régime équilibré, en particulier pour nos enfants, nos ados, enfin pour tout le monde. Donc, il faut des légumes et de la viande, en des proportions raisonnables à chaque fois, ce qui est important pour notre santé, parce que l'alimentation, c'est de la santé, c'est de la prévention. Si on se nourrit bien, on est moins malade. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on puisse se nourrir avec de la qualité et à bon prix. Et il se trouve que nous produisons de la qualité dans notre pays, et ça me permet de faire un petit hommage à nos agriculteurs et à nos transformateurs locaux, et vous dire qu'il faut aller sur la plateforme Frais Local. Vous allez sur le site, donc vous mettez ce dont vous avez besoin, en fruits et légumes par exemple là, vous donnez votre localisation et elle va vous mettre en contact avec des producteurs de qualité proches de chez vous, pour acheter généralement à des prix qui défient toute concurrence, des produits qui sont faits dans nos terroirs, en circuit court. C'est une très bonne chose. J'ai une question de Jo Lala sur Facebook. Croyez-vous que faire porter des cols roulés à vos ministres suffit pour être à la hauteur des défis écologiques ? Non. D'abord, je vous rassure, je ne fais pas porter de col roulé à qui que ce soit, ils font ce qu'ils veulent. En fond, je ne demande pas à mes ministres de porter des cols roulés ou autres, je leur demande de porter des décisions, des actions concrètes. Et je crois que c'est le plus important. Donc, je n'ai pas fini sur l'écologie, il y a plein de choses qui sont encore à traiter. J'ai eu des questions sur les entreprises et nos industriels, j'ai encore des questions sur la biodiversité, j'ai des questions sur l'international. Voilà, j'ai conscience que je n'ai pas répondu à tout, donc je reviens vers vous pour refaire un lot de réponses. Si vous avez des réactions, des compléments ou des vérifications d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait plein parfois de vérifications qui sont faites, envoyez-les-moi. Je peux rebondir d'ailleurs sur des réponses que j'ai déjà faites. Et je suis prêt à continuer s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas convaincu ou si vous avez lu d'autres chiffres pour qu'on puisse ensemble clarifier les choses et essayer de comprendre où on va. C'est le but. Alors à très vite. Merci beaucoup.